Le président du CNES, le Centre national des études spatiales, est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Après 6 mois et demi de voyage et plus de 480 millions de kilomètres parcourus, la sonde InSight s'est posée sur Mars hier soir. C'est une mission de la NASA, mais le principal instrument, lui, est français. Il s'agit d'un sismomètre qui va devoir écouter le cœur de Mars. Justement, Jean-Yves Le Gall, que peut nous apprendre le cœur de Mars ? Eh bien, on sait que Mars a connu une histoire géologique extrêmement chahutée, puisqu'il y a quelques milliards d'années, il y avait des mers, il y avait de l'eau, il y avait probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse que l'atmosphère actuelle. Et tout cela a changé, et l'évolution de Mars a conduit à avoir une planète qui est aujourd'hui un désert glacé et hostile, alors que l'évolution de la Terre a conduit à avoir la planète où nous sommes. Et donc, c'est très très important de comprendre pourquoi il y a eu cette évolution dans la vie de Mars. Et pour cela, eh bien, les scientifiques ont mis en évidence le fait qu'il fallait savoir si le noyau de Mars était liquide ou solide pour comprendre comment, au fil du temps, la planète a évolué. Et donc, il y a eu cette idée d'aller déposer un sismomètre à la surface de Mars. Et la NASA a lancé, il y a quelques années, un concours à idées que la France, que les scientifiques français associés au CNES ont gagné. Et donc, la NASA a en quelque sorte construit cette sonde InSight pour aller déposer le sismomètre SEIS à la surface de Mars. Ce que vous expliquez également, Jean-Yves Le Gall, c'est que finalement, en allant sur Mars, on va apprendre des choses sur la Terre. Oui, bien sûr, parce que Mars et la Terre sont deux planètes à peu près jumelles. Et des planètes telluriques. Des planètes telluriques, absolument. Ce sont les 2 des 4 planètes intérieures, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ensuite, vous avez la ceinture des astéroïdes, et puis plus loin, vous avez Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais en ce qui concerne Mars, donc, on va commencer, grâce au sismomètre SEIS, à écouter les tremblements de terre de Mars, et à partir de là, d'apprendre comment est constituée la structure de Mars, et d'apprendre beaucoup de choses sur la Terre. On suppose qu'il y a énormément d'hypothèses qui pourraient expliquer justement les différences d'évolution entre la planète Mars et la planète Terre. Quelles sont les principales que vous allez chercher à vérifier justement avec ce sismomètre français? La question, c'est pourquoi il n'y a pas de magnétisme sur Mars aujourd'hui. Oui. Et donc, si le cœur de la planète, c'est solide, c'est liquide, et ça, en principe, SEIS va nous le dire. Alors, il y a des forces de marée très importantes sur Mars, parce que Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos, mais à la différence de notre lune, qui est à 360 000 km en orbite de la Terre, Phobos est à 6 000 km en orbite. Ce qui fait que chaque fois que Phobos survole la planète Mars, la croûte de Mars, eh bien, il y a des effets de marée, et donc la croûte de Mars craque, évidemment très légèrement, mais parce qu'il y a l'attraction de Phobos. Et c'est typiquement ce genre de choses que SEIS va mesurer et va tenter d'expliquer. Alors voilà pour la partie scientifique. Désormais, on va s'intéresser à la partie industrielle. Ce sismomètre français SEIS fait à peu près environ 3 kilos. Qu'est-ce que ça nous révèle justement sur le savoir-faire français en termes spatial et industriel, Jean-Yves Le Gall? Ah bien, si vous voulez, moi j'ai l'habitude de dire que InSight SEIS, c'est la démonstration de la pertinence des partenariats mis en place par le CNES. Oui. Parce que nous avons d'abord un partenariat avec la même communauté scientifique, donc les scientifiques viennent nous voir en disant « j'ai une idée », alors qui parfois est une idée qui est très très théorique. Ensuite, il faut la mettre en musique. Donc ça, premier partenariat avec la même communauté scientifique. Ensuite, à partir du moment où on a défini ce que doit être l'instrument, eh bien, il faut avoir un tissu industriel. Et donc, SEIS a été en très grande partie fabriqué par un industriel français, Sauderne, qui est situé en banlieue parisienne et qui fait des choses absolument remarquables, Pharao, l'orge Pharao, d'autres éléments de mission spatiale. Et donc, ça montre la richesse de ce tissu industriel français. Mais ça, bien sûr, c'est parce que nous avons un programme spatial excellent. C'est le 3e partenariat. Donc, le premier est la science, le 2e l'industrie, le 3e c'est l'international. Le fait que nous avons quand même une relation tout à fait privilégiée avec la NASA, c'est vrai pour l'océanographie. Ce sont nos satellites qui ont mis en évidence le fait que le niveau de l'océan augmente. Et c'est vrai pour Mars. Nous sommes sur Mars sur pratiquement toutes les missions de la NASA. En 2012, on s'est posé sur Curiosity. Et en 2020, on partira avec Mars 2020. On va revenir quelques instants sur l'atterrissage hier qui forcément passionne toujours les foules. La descente dans l'atmosphère dure environ 7 minutes. Et ce sont 7 minutes de frayeur, disent les scientifiques, parce qu'il est extrêmement difficile de se poser sur Mars. Parce que le sol de Mars, en fait, c'est également un cimetière, le cimetière des robots échoués. Environ un robot sur 2
en moyenne, échouent. Pourquoi est-il si difficile, Jean-Yves Le Gall, d'atterrir sur Mars? C'est difficile parce que, d'abord, l'atmosphère de Mars est très ténue. La pression atmosphérique de Mars, c'est 0,8% de la pression atmosphérique terrestre. Et c'est une atmosphère qui est très turbulente, avec des vents très rapides de 150 km/h. Et de ce fait, lorsqu'on fait une rentrée atmosphérique, sur la Terre, on a une atmosphère qui est à peu près homogène. Et donc, la sonde a une trajectoire qui est à peu près, je dirais, régulière. Lorsqu'on fait une rentrée sur Mars, eh bien, parfois on a des endroits où il y a moins de pression, il y a plus de pression, et donc la sonde peut faire des zigzags. Et parfois, ces zigzags peuvent être très difficiles pour la sonde, et donc on perd le contrôle, et puis là, la mission est terminée. Et hier, c'était quand même une mission en 3 étapes, parce que d'abord, on est arrivé donc à 20 000 km/h, donc on est rentré dans l'atmosphère martienne, il y avait un bouclier thermique qui a freiné la sonde. Lorsque le bouclier thermique avait cassé la majeure partie de la vitesse, un parachute s'est ouvert, il a encore freiné la sonde, mais comme l'atmosphère est très ténue, on ne peut pas se poser sous parachute parce que ça ne freine pas assez. Et donc à la fin de la mission, à quelques centaines de mètres, on a laissé tomber le parachute et il y a des rétrofusées, et la sonde s'est posée avec 12 rétrofusées. Et hier, on avait le compte-rendu de tout ce qui se passait, c'est absolument fabuleux parce que on avait le compte-rendu rentré dans l'atmosphère, ensuite la température qui augmente sur le bouclier thermique, on sépare le bouclier thermique, le parachute s'ouvre, le radar se met en marche, le rétrofusée se met en marche, puis à la fin, le compte à rebours, 500 mètres, 300 mètres, 200 mètres, 20 mètres, touchdown. On a parlé il y a quelques minutes, Jean-Yves Le Gall, de cette coopération donc, internationale. Si on s'intéresse cette fois-ci à l'Europe, où en est l'Europe dans la conquête spatiale, en particulier sur Mars? Il y a eu en 2016 une mission ExoMars avec une sonde qui est en orbite, qui a bien marché, mais un échec, celui du robot Chirapelli qui devait se poser. Quelles sont les prochaines étapes de l'Europe sur Mars? Alors déjà, sur la conquête martienne, à ce jour, qui ont mis des sondes en orbite de Mars, il y a les États-Unis. L'Europe, nous avons ouvert la voie en 2003 avec Mars Express, qui fonctionne toujours. Et Mars Express, au passage, a mis en évidence le fait qu'il y avait de l'eau sur Mars. Donc voilà. Ça, c'est très important, Mars Express. Les Indiens ont envoyé une petite sonde qui est en orbite autour de Mars, et à ce jour, seuls les États-Unis ont réussi à se poser. Et en ce qui concerne l'Europe, donc Mars Express 2003, en 2016, nous avons lancé la première mission ExoMars, qui était constituée de 2 parties. D'abord, un orbiteur qui fonctionne très bien, qui est en orbite de Mars, qui s'appelle TGO pour Traces Gas Orbiter. Donc c'est un orbiteur qui cherche des traces de gaz dans la haute atmosphère. Il fonctionne très bien. Et puis, il y avait un petit robot qui s'appelait Schiaparelli, qui devait justement nous apprendre à rentrer dans l'atmosphère de Mars. Et le petit robot, eh bien, il a connu les difficultés dont je parlais précédemment, c'est-à-dire qu'à 5 km d'altitude, il est entré dans une zone de turbulence qui lui a été fatale. Mais bon, ça n'a pas d'importance, on a quand même beaucoup appris, et la prochaine mission, c'est ExoMars 2020, où là, nous allons envoyer un petit rover à la surface de Mars, avec beaucoup d'instruments français à bord, et qui va tenter de percer le sol de Mars, parce que la surface de Mars est totalement stérilisée par le bombardement cosmique, et donc s'il y a eu de la vie, les bactéries qui peuvent être des traces de vie ont été stérilisées. Et là, on va creuser dans les argiles, parce qu'on espère que sous le sol de Mars, il reste des vestiges de ces bactéries. Allez, Jean-Yves Le Gall, cette fois-ci, tout autre sujet, et ce sera la dernière question. On est aux Échos, on est obligé d'en parler. Ariane Group, qui est l'entreprise qui opère la maîtrise d'ouvrage de l'actuel Ariane 5 et de la future fusée Ariane 6, censée assurer l'accès à l'espace de l'Europe, a annoncé des suppressions d'emplois, 2300 postes sur 4 ans. Doit-on s'inquiéter, Jean-Yves Le Gall? Non, je ne crois pas, parce qu'il y a une feuille de route qui est très claire, la feuille de route Ariane 6, qui passe par d'abord la constitution d'Ariane Group, par l'apport des activités anciennes de Airbus et de Safran, et avec une rationalisation notamment des sites. Donc ces suppressions d'emplois étaient en quelque sorte prévues dans la feuille de route. Comme nous avons la chance d'avoir Ariane Group, qui est la filiale de 2 grands groupes industriels, Airbus et Safran, ce ne seront pas des suppressions d'emplois, mais des gens qui trouveront des emplois ailleurs. Mais ça montre que l'Europe est en marche pour s'adapter à la nouvelle donne du marché des lancements spatiaux. Et là aussi, ça montre que l'Europe, eh bien, sait se prendre en main, et ça montre surtout la pertinence de notre politique spatiale. Beaucoup demandent, comme Stéphane Israël, davantage de lancements d'institutionnels. Vous appelez également les Oui, nous avons, mais bien sûr. D'ailleurs, nous avons pris des décisions structurantes lors d'une réunion de l'Agence spatiale européenne le 25 octobre. Nous avons décidé que tous les satellites institutionnels européens
partiront par des lanceurs européens. C'est à peu près le cas, mais là c'est inscrit, il y a des accords qui ont été signés, donc nous avançons. Merci Jean-Yves Le Gall d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président du Centre national des études spatiales. Quant à vous, vous pouvez suivre l'évolution de la mission InSight sur notre site internet leséchos.fr.